On va s'intéresser maintenant au processus planifié d'engagement des parties prenantes. Donc là, on va essayer d'amener les parties prenantes d'un état vers un état souhaité. Vers un état souhaité, bien sûr, l'objectif sera de faire participer les parties prenantes positivement pour le projet. Donc, on n'a qu'un seul processus ici. Donc, on a commencé par l'identification des parties prenantes très tôt. Pourquoi on l'a fait très tôt? C'est que les parties prenantes vont nous aider sur pas mal de domaines de connaissances. Et puis, connaître les parties prenantes pour essayer de les influencer au plus tôt, c'est important de le faire très tôt sur le projet, étant donné que leur pouvoir est plus important au début du projet, au début de la phase qu'à la fin. Donc en données de sortie, si le plan de communication parle de quoi communiquer, quand, comment, en décrivant la méthode, la technologie, eh bien le plan des parties prenantes, d'engagement des parties prenantes, lui, il va parler du pourquoi. Donc, comment on va faire? On va analyser les parties prenantes. Après, on va évaluer l'impact du projet sur les parties prenantes. 3, on va après estimer le niveau d'implication souhaité et on va prendre une décision qui va les amener vers la bonne direction. Donc, l'essentiel du plan sera de sortir avec des stratégies, des actions requises pour encourager l'implication des parties prenantes. Ce plan peut être formel ou informel, en fonction de la taille du projet, très détaillé ou peu détaillé, et en fonction des besoins du projet et de l'attente des parties prenantes. Voici un exemple. Donc, on va mettre ici quelle est la partie prenante, quel est son type d'influence, quel est son état actuel, quel est son état cible et quelle stratégie nous allons employer pour atteindre notre objectif. Et s'il y a des risques, bien sûr, par rapport à la stratégie. Ce processus a pour objectif de développer des approches pour impliquer les parties prenantes. On va prendre aussi en compte leurs besoins, leurs attentes, leurs intérêts et l'impact potentiel sur le projet et on va fournir un plan d'action qui sera concret. Alors, il y a certaines situations qui vont exiger la mise à jour du plan. Par exemple, au début d'une nouvelle phase, le poids des parties prenantes peut changer, donc il faut revoir un peu notre plan. S'il y a des changements à apporter à l'organisation, les structures de pouvoir peuvent changer, donc il faut revoir ce plan. Dès l'arrivée, le départ ou une modification importante de parties prenantes, on va revoir le plan. Et bien sûr, quand il y a des données de sortie qui proviennent d'autres domaines et qui vont influer sur le plan d'engagement des parties prenantes. Pour imaginer un peu l'importance du plan d'engagement des parties prenantes, il faut imaginer qu'on est sur un grand projet et j'ai des centaines de parties prenantes réparties dans le monde. Comment je vais faire pour les engager? Et là, on comprend mieux l'importance de ce plan. Bien sûr, on aura besoin de certains inputs, comme par exemple le plan de gestion des ressources. Le plan de gestion des ressources peut contenir des informations sur le rôle, les responsabilités de l'équipe et d'autres parties prenantes figurant dans le registre des parties prenantes. Plan de gestion de communication très lié, parce qu'on va communiquer pour engager les parties prenantes. Et puis le plan de gestion des risques, étant donné que peut-être qu'on va dans le plan dire qu'il va y avoir certaines parties prenantes qui vont participer à la détection des risques, à l'identification des risques. Donc ceci est désigné à ce niveau. La charte, bien sûr, comme tous les plans, et puis un certain nombre de documents, des hypothèses, sur l'appétence au risque des parties prenantes, sur leur collaboration, sur leur état, l'état d'intérêt par rapport au projet. On peut trouver ici le journal des changements. Tous les changements, ou la majorité d'ailleurs, doivent être communiqués à des parties prenantes. Donc on va voir quels sont les changements qui devront être communiqués. Et puis, le journal des points à traiter. Alors, journal des points à traiter, c'est un élément intéressant dans le sens où on y met un peu toutes les actions en suspens. Donc,
une des manières de montrer qu'on a de l'intérêt pour les parties prenantes, c'est que quand ils soulèvent un point à traiter, on le rajoute au joint des points traités. De cette manière, on leur montre que leurs requêtes, leurs exigences sont prises en compte. Hein? C'est un moyen de les engager et de les motiver. Bien sûr, il faut que ces points à traiter soient réglés dans un délai raisonnable. Et puis, l'échéancier du projet, parce qu'on va engager les parties prenantes selon certaines dates, selon un planning, et on peut même utiliser, comme on avait dit, les parties prenantes pour nous aider à l'identification de certains risques, à leur classification, et puis ils peuvent même devenir des propriétaires des risques. Et le registre des parties prenantes, ceci est évident. Les contrats vont générer peut-être une nouvelle liste de parties prenantes. Hein. Donc on va voir aussi comment on engage les parties prenantes par rapport à des éléments qui sont déjà indiqués dans les contrats. Hein. Bien sûr, au niveau des accords, hein, lors de la planification de l'engagement des sous-traitants et des fournisseurs, la coordination implique généralement de collaborer avec le groupe en charge de l'approvisionnement et de la sous-traitance afin de garantir une gestion efficace des sous-traitants et des fournisseurs. Hein. Je préfère voir les outils techniques dans les slides suivants. On va avoir sans doute besoin d'avis d'experts sur comment engager les parties prenantes. Ça peut être des personnes qui ont travaillé déjà avec ces parties prenantes, qui les connaissent bien, qui connaissent leurs intérêts, leurs pouvoirs, comment les engager, par exemple. Et puis, on va voir un peu ce qui se fait dans d'autres domaines. On va faire un benchmarking, comment les autres font sur ce type de projet, comment on arrive à engager ce type de parties prenantes, comment on fait une gestion de changement. Donc, on peut comparer par rapport à d'autres secteurs, même d'autres secteurs qui font bien la chose, ou d'autres projets. Et puis, on va faire beaucoup d'analyse de données. On va analyser les hypothèses et les contraintes. Hein. On va analyser les causes originelles. Pourquoi ces parties prenantes sont à ce niveau? Pourquoi ils ne sont pas intéressés par le projet, par exemple? Pourquoi ils ont des préjugés négatifs par rapport au projet? Pourquoi ils veulent bloquer le projet? On ne va pas s'arrêter aux raisons superficielles, mais on va aller aux causes originelles. Et puis, il peut y avoir une priorisation et un classement de ces différentes... Aussi, ce qu'on peut faire en termes de priorisation et de classement, hein, les exigences des parties prenantes doivent être priorisées et classées, ça on le sait, tout comme les parties prenantes. Et les parties prenantes qui ont le plus grand intérêt et la plus grande influence sont souvent classées en haut de la liste. On va aussi utiliser la représentation des données. On va utiliser par exemple les mind maps. On peut utiliser des matrices d'évaluation d'engagement des parties prenantes. Hein. Donc on va mettre la liste des parties prenantes, on va mettre leur état actuel et leur état désiré. Hein. L'objectif, c'est de les ramener tous vers l'état désiré via un bon plan de communication. Hein. Mais le plan d'engagement des parties prenantes va montrer quelle stratégie on va employer. Alors, les parties prenantes peuvent être résistants, inconscients, peuvent être neutres, sans avis par rapport au projet, ils peuvent supporter le projet, ils peuvent même être des leaders, ils tirent les autres pour l'intérêt positif du projet. On fera tout ça via des réunions. Donc, en résumé, on va sortir avec un plan d'engagement des parties prenantes qui va désigner un peu des stratégies qui vont amener les parties prenantes d'un état vers un autre état, vers l'état souhaité. Les parties prenantes peuvent être utilisées dans beaucoup de domaines. On peut utiliser leurs connaissances, on peut les utiliser pour identifier des risques, pour être des propriétaires de risques. Il y a maintenant beaucoup de ce qu'on appelle co-création. Donc, on fait participer de plus en plus les parties prenantes dans les projets. De toute façon, ne pas les faire participer peut faire, eux, des personnes qui résistent au projet, et ce n'est pas l'intérêt de notre approche. Il faut juste se rappeler aussi que le plan d'engagement des parties prenantes est très lié au plan de communication.